Bonjour les élèves, alors aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre numéro 5 comme vous le voyez, dans lequel nous allons parler de la résistance électrique et de la loi d'Ohm. En gros, le chapitre sera divisé en deux grandes parties. La résistance électrique est la troisième grandeur importante en électricité que vous allez voir cette année. Après avoir vu dans les chapitres précédents l'intensité du courant, que l'on mesure en ampères, et la tension, que l'on mesure en volts, eh bien dans ce chapitre, nous allons apprendre ce que c'est la résistance électrique, grandeur en physique, que l'on mesure en ohms. Alors déjà, vous pouvez voir cette petite illustration qui essaie de montrer comment ces trois grandeurs, tension, intensité du courant et résistance, se relationnent l'une avec l'autre. Et c'est en fait la loi d'Ohm, que nous verrons vers la fin du chapitre, qui permet de relationner d'une façon mathématique ces trois grandeurs entre elles. Ici, d'une façon simpliste, avec cette image, on cherche à montrer que la tension en volts est un peu comme si c'était la force qui essaie de mettre le courant en mouvement. L'intensité du courant est justement le mouvement du courant, qui se mesure en ampères. Donc, plus la tension est grande, plus la force, ici, dans un langage simpliste, j'insiste, plus la tension est grande, donc plus ici ce bonhomme pousse fort, plus le courant pourra circuler facilement. Sauf qu'ici nous avons un troisième joueur qui va rentrer en jeu, qui va être la résistance électrique. La résistance électrique, ici en serrant avec son lasso, sa corde, va difficulter le passage du courant électrique. Donc la résistance, mesurée en ohms, c'est un peu la grandeur qui calcule, qui mesure la difficulté avec laquelle le courant passera à travers une certaine portion du circuit. Plus la résistance est forte et grande, plus le courant aura du mal à passer. Alors commençons. Petit 1, nous allons commencer donc par la notion même de résistance. Donc tel que je viens de vous le dire, la résistance est la difficulté que le courant a à passer à travers une portion d'un circuit. Alors nous allons voir ça à travers notre petite animation habituelle de construction du circuit. Donc ici, j'ai déjà construit un circuit qui, si vous avez de bons souvenirs, vous devriez le voir tout de suite, c'est un circuit complètement absurde. C'est un circuit qu'il ne faut absolument pas faire. Dans ce circuit, vous voyez que nous avons un générateur, un interrupteur, et puis c'est tout. Nous n'avons aucun récepteur. Ce qui veut dire que quand je vais fermer cet interrupteur, eh bien en fait, le pôle positif et négatif de la pile seront directement liés l'un à l'autre par des simples fils de connexion. Or, nous avions déjà dit qu'un fil de connexion ne présente pratiquement aucune résistance, aucune difficulté au passage du courant électrique. Alors faisons-le quand même, fermons ce circuit, et vous pouvez voir donc que n'ayant aucune résistance dans ce circuit, le courant électrique devient très fort, les fils surchauffent, c'est l'effet de Joule, et tout ça, ça va brûler, ça va griller. Donc bien sûr, chose absolument à ne pas faire. Tout circuit doit comporter au moins un récepteur, et donc je vais utiliser ici cette lampe. Je vais la placer ici, et dès que je place ma lampe, je peux voir maintenant que le courant qui circule dans ce circuit est tout de suite devenu plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cette lampe possède elle-même une certaine résistance au passage du courant électrique. D'une certaine façon, dans un langage plus simple, cette lampe est venue ralentir la circulation du courant électrique. Ce qui veut dire donc qu'elle possède une certaine résistance. Alors si je clique sur cette lampe, on peut d'ailleurs voir ici l'indication de la valeur de la résistance de cette lampe. Ici on indique que cette lampe a une résistance de 10,0 ohms. Ohm étant l'unité de mesure de la résistance. Donc en fait, tout appareil que vous puissiez imaginer, et d'ailleurs tout objet en vérité, possède une certaine résistance. Les appareils que vous trouvez dans les circuits électriques, que ce soit des appareils simples comme une lampe à moteur ou des DEL, ou plus sophistiqués comme une télévision, tous possèdent une certaine résistance qui peut être plus grande ou moins grande. Donc la résistance est en fait une propriété électrique qui mesure, je le dis pour une dernière fois, la capacité qu'un appareil a à s'opposer, c'est écrit ici, à difficulter le passage du courant électrique dans le circuit. Plus la résistance d'un appareil est grande, plus le courant électrique aura du mal à circuler à travers lui.
Alors, étant donné que la résistance est une grandeur mesurable, comme d'habitude en physique, nous représentons cette grandeur par un symbole abrégé qui la représente. La résistance se note R majuscule. L'unité de mesure officielle dans le système international est le ohm, que l'on abrège par la lettre oméga majuscule, dernière lettre de l'alphabet grec. Donc nous avons parlé de la propriété résistance, la grandeur physique résistance, la grandeur mesurable, mais il ne faut pas confondre ceci avec le dipôle résistance, l'appareil résistance. Donc il y a résistance, la mesure, et il y a résistance, l'appareil. Alors les résistances, attention, dipôle résistance, peuvent se présenter sous beaucoup de formes différentes. Ici, je vous montre une petite résistance, donc on voit que c'est un dipôle. Il y a ici deux bornes de branchement. C'est un dipôle donc qui peut présenter plein de formes différentes. Ici, cette résistance est une résistance de forme classique que l'on trouve souvent dans les circuits électriques et électroniques. On verra plus tard aussi que les petites bandes de couleurs qui sont imprimées sur cette résistance vont justement nous dire quelle est la valeur de cette résistance. Donc par exemple ici, grâce à ces trois bandes rouges, je peux vous dire que cette résistance a une valeur de 2200 ohms. Et puis cette bande de couleur dorée, ici, nous verrons plus tard ce qu'elle représente. Donc voilà à quoi peut ressembler un dipôle résistance. Ça, donc c'est la photo d'un dipôle résistance, mais comme vous le savez, lorsqu'on dessine des schémas électriques, nous représentons les dipôles par des symboles normalisés. Et je suis sûr que vous le connaissez déjà, le symbole normalisé d'une résistance est tout simplement le rectangle. Je vous demande ensuite, quelle est l'influence d'un dipôle résistance dans un circuit électrique. C'est-à-dire que si je mets une résistance dans un circuit électrique, quelle va être la conséquence? À quoi est-ce qu'il va servir? Eh bien là, une fois de plus, c'est vraiment très simple, parce que le dipôle, normalement, porte bien son nom. Si j'appelle ce dipôle le dipôle résistance, ça veut dire que ce dipôle il va servir à résister au passage du courant électrique. Alors attention, quand je dis résister au passage du courant électrique, ça ne veut pas dire qu'il va empêcher totalement la circulation du courant électrique. Mais il va diminuer la valeur de l'intensité du courant électrique, selon la valeur de cette résistance. Donc on va faire ici une petite expérience. On va aller chercher ici à nouveau notre circuit, mais je vais changer, je vais prendre cette fois celui-là. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Un circuit, vous devez reconnaître que c'est un circuit en dérivation. Nous avons ici la pile qui envoie donc du courant, branche principale. Arrivé à ce nœud ici, le courant se divise en deux parties de courant plus faible et se rejoignent à nouveau ici à ce nœud où ils s'additionnent pour reformer un courant plus fort, le courant de la branche principale. Donc on va arrêter ça 2 secondes, ouvrir l'interrupteur pour mieux voir la chose. Attention, les deux lampes que j'ai placées sur chacune des branches dérivées, ces deux lampes sont identiques. Et c'est pour ça que le courant qui circule dans chacune de ces deux branches sont en fait deux courants de valeur identique, d'intensité identique en ampères. Alors imaginons que maintenant je voulais tout simplement que le courant qui circule dans une des lampes soit différent du courant qui circule dans l'autre. Par exemple, je voudrais qu'il circule moins de courant dans cette lampe que dans cette lampe. Eh bien, c'est là que va rentrer alors en jeu la résistance, ici désignée aussi par résistor. Donc, je vais prendre ici ma petite résistance, et je répète, je voulais qu'il circule moins de courant dans cette branche dérivée que dans celle-là. Eh bien, tout simplement, pour le faire, il suffit d'insérer cette résistance dans cette branche-là. En fait, l'ajout d'une résistance va faire diminuer la valeur du courant électrique. Alors, faisons-le. Je vais couper ici le circuit pour pouvoir insérer ma résistance. Remettons le circuit en marche. Et si j'ai raison, dans cette branche-là, il devrait passer maintenant moins de courant électrique, une intensité de courant électrique plus faible, car j'ai rajouté une résistance. Et donc, j'ai rajouté de la résistance dans cette section du circuit. On voit. Eh bien, si on compare l'intensité du courant dans cette branche et dans celle-ci, on peut voir effectivement que maintenant,
il passe moins de courant dans cette branche. Donc les résistances peuvent servir en fait de régulateurs d'intensité de courant dans différentes portions du circuit. Ici, la résistance que nous avons additionnée est une résistance de 10 ohms. Évidemment, si j'augmente la valeur de cette résistance, la valeur de l'intensité du courant diminue encore davantage. On peut voir que le courant est devenu vraiment très très faible. En résumé, que peut-on dire? Eh bien, lorsque l'on ajoute une résistance en série dans un circuit, en série avec un autre appareil, ça va faire diminuer l'intensité du courant électrique qui circule dans cet appareil. Deuxième point à savoir aussi, c'est que plus la valeur de la résistance du dipôle résistance est élevée, si on a une résistance de valeur plus grande, eh bien la valeur de l'intensité du courant sera plus faible. Donc il y a une relation ici mathématique que l'on étudiera un peu plus dans la suite du chapitre, mais pour l'instant, je vous demande juste de retenir que plus la valeur de la résistance est élevée dans le circuit, plus l'intensité du courant qui circule dans le circuit sera faible. Si nous reprenons notre circuit de tout à l'heure, on peut le voir très simplement en faisant une simple petite expérience. Donc je vais essayer de faire diminuer l'intensité du courant dans ce circuit, parce que par exemple je peux dire que l'intensité du courant ici est trop forte. Donc je voudrais que cette lampe brille moins, peut-être pour la protéger aussi d'une surintensité, pour la protéger, pour essayer de faire en sorte qu'elle ne grille pas. Et donc je vais rajouter une résistance dans ce circuit. Alors, on va ouvrir le circuit, insérer la résistance en série avec la lampe. Et si ce que j'ai dit tout à l'heure est correct, on devrait avoir maintenant une intensité plus faible. On le voit très bien ici avec les flèches tout simplement. Mais pour nous faciliter un petit peu la tâche, je vais rajouter dans ce circuit vraiment un appareil qui me permette de mesurer l'intensité du courant pour voir si l'intensité du courant est vraiment plus faible ou plus grande. On va rajouter tout simplement un ampèremètre qui va nous mesurer l'intensité du courant. Donc je vois qu'en ce moment j'ai une intensité de courant de 2 ampères. Lorsque j'ai mis une résistance, qui ici a une valeur de résistance de 10 ohms. J'ai dit tout à l'heure que plus la valeur de la résistance serait élevée, plus la valeur de l'intensité du courant qui circule dans le circuit serait faible. Donc on va faire ça tout simplement. Regardez bien ici la valeur de la résistance et la valeur de l'intensité du courant. Là je suis avec une résistance de 10 ohms. Si j'augmente la valeur de la résistance, regardez bien ce qui arrive à la valeur de l'intensité du courant. Et bien tout simplement, elle diminue au fur et à mesure. Plus la résistance est élevée, plus le courant s'affaiblit. Voilà, sur ces images, vous pouvez voir différentes résistances placées dans différentes branches de circuits électriques et circuits électroniques. Les résistances se reconnaissent bien sûr donc par ces espèces de cacahuètes de différentes couleurs, avec des anneaux très colorés de différentes couleurs qui vont nous indiquer la valeur des résistances de ces résistances. Donc, par exemple, ici, nous voyons que les anneaux ont des couleurs différentes, donc ce sont des résistances de valeurs différentes. Alors que par exemple, ici, sur ces images, nous voyons que les résistances ont toutes des anneaux de couleurs identiques, ce qui veut dire que toutes ces résistances sont des résistances de même valeur de résistance. Alors justement, c'est ce qui va nous intéresser dans le prochain pas, dans la prochaine partie de ce chapitre. Nous allons nous intéresser à la mesure de la résistance de résistance. À commencer donc par petit 1, ce qu'on appelle le code de couleur, donc ces fameux anneaux que l'on retrouve autour d'une résistance. Alors il s'agit d'un code que vous n'avez absolument pas à savoir par cœur. Donc dans cette partie-là, les formules mathématiques, les codes de couleurs, les chiffres associés, tout ça vous sera donné dans les documents. Vous n'avez pas à savoir ça par cœur, je le répète. Alors une résistance présente normalement sur sa surface 4 anneaux de couleur. Sur les 4 anneaux, 3 anneaux sont un peu plus ensemble, un peu plus joints les uns avec les autres, et un anneau est un peu séparé des autres. Les 3 anneaux qui sont ensemble, je vais les appeler les anneaux A, B, C. Donc ces bandes de couleurs, A, B, C, seront importantes pour déterminer, ces 3 bandes de couleurs seront importantes pour déterminer la valeur de la résistance. La bande D, qui généralement présente 2 couleurs, soit or, soit argent,
est une bande qui indique la qualité de fabrication de cette résistance. On va parler ensuite de marge d'erreur. Alors, pour déterminer la valeur d'une résistance à partir des anneaux colorés, il faut qu'on utilise un code de couleur où chaque chiffre de 0 à 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 0 aussi, correspondent à une couleur bien spécifique. Donc, par exemple, le 0 correspond au noir, le 1 correspond au marron, et ainsi de suite. Bon. Une fois que vous avez ce code de couleur, eh bien, vous devez appliquer cette formule mathématique pour calculer la résistance de cette résistance. La résistance d'une résistance, donc la résistance nommée R, est égale à 10 fois A, c'est-à-dire le chiffre qui correspond à la couleur de la bande de l'anneau A, plus B, donc le chiffre de la couleur qui correspond à l'anneau B, le tout fois 10 puissance C, C étant le chiffre qui correspond à la couleur de l'anneau C. Et si on s'arrête là, eh bien vous avez la valeur de la résistance. Et puis après, vous avez ici un plus ou moins, c'est-à-dire qu'on va parler ici de marge d'erreur, on va parler en fait d'incertitude, avec un pourcentage donné par la valeur D, le nombre qui correspond ici à la couleur de la bande D. Donc, ça a l'air compliqué comme ça. On va faire un exemple pour montrer que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, si je prends cette résistance ici, les bandes A, B, C et D sont celles-ci. Donc, je vais m'organiser ici dans un petit tableau. Donc, je vois que la bande A couleur rouge, la bande B est de couleur bleue, la bande C est de couleur verte, la bande D est de couleur or, de couleur dorée. Alors, à chaque couleur est associé un chiffre bien particulier. Donc, il faut que vous ayez le code de couleur que je vous donnerai après lors des exercices. Quand je vais voir le code de couleur, eh bien, je trouve que le rouge est en fait correspondant au chiffre 2. Le bleu correspond au chiffre 6, le vert correspond au chiffre 5, et l'or correspond à une marge d'erreur de 5%. Si c'était de couleur argent, ce serait une marge d'erreur de 10%. Une marge d'erreur plus élevée, donc ce qui veut dire une fabrication de mauvaise qualité, enfin de plus mauvaise qualité que pour la couleur or. Alors, tout d'abord, faisons le calcul de la valeur de la résistance de cette résistance. La formule est celle-ci que vous voyez en premier, donc vous n'avez absolument pas à la savoir par cœur. Mais juste déjà, première étape, remplacer dans la formule les lettres A, B, C et D par les chiffres qui leur correspondent. Donc le A, je le remplace par 2 car la bande A est rouge. Le B, je le remplace par 6 car la bande B est bleue. Le C, je le remplace par 5 car la bande C est verte. Et finalement, la marge d'erreur, l'incertitude, D est de 5% car la bande D est de couleur or. Alors, il ne reste plus maintenant qu'à appliquer les calculs. Donc, normalement, vous avez toutes les compétences mathématiques nécessaires pour savoir faire cette opération. Attention pour l'instant, sans se préoccuper ici de la marge d'erreur de plus ou moins 5%, juste faire ce calcul-là. Donc, vous savez bien sûr que vous devez donner priorité aux parenthèses, puis à la multiplication et à la division. Et bien sûr, je suppose aussi qu'en mathématiques, vous avez déjà étudié les puissances de 10. Donc, ça ne devrait pas être très compliqué. Donc, d'abord, je vais faire ici cette parenthèse, 10 fois 2 qui fait 20. Auquel j'additionne ensuite les 6, ce qui fait 26. Le tout est multiplié par 10 puissance 5, donc ça fait 26 fois 10 puissance 5. Et 26 fois 10 puissance 5, eh bien ça fait 2 600 000. Voilà le résultat de cette résistance. L'unité de mesure est le ohm, je le rappelle, donc cette lettre c'est ohm. Nous avons donc ici une résistance de 2 600 000 ohms. Avec, attention donc, une marge d'erreur de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fabricant qui a fabriqué cette résistance nous dit qu'il avait pour objectif de fabriquer une résistance de 2 600 000 ohms, mais il dit qu'il peut, attention, y avoir une marge d'erreur de plus ou moins 5% sur cette mesure. Plus ou moins, ça veut dire 5% en plus ou 5% en moins par rapport à cette valeur. Voilà. Alors, petit détail, au lieu de dire 2 600 000 ohms, on peut dire aussi 2,6 méga ohms, ça veut dire la même chose.
Alors intéressons-nous maintenant à cette marge d'erreur. Eh bien, je répète, le fabricant dit que, en fait, à cette valeur, on peut devoir additionner 5% ou retirer 5%. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça vous oblige à savoir calculer des pourcentages. 5%, dans ce cas-là, 5% de 2 600 000 ohms. Alors, comment ça se fait? Eh bien, c'est pas très compliqué. Si je reviens un petit peu en arrière, ça veut dire donc que, en fait, la résistance du dipôle qu'on a observé, eh bien, elle va se trouver dans un intervalle de valeurs. En fait, le fabricant de la résistance nous dit que la résistance peut être comprise entre 2 600 000 ohms auquel on retire 5% et 2 600 000 ohms auquel on additionne 5%. Donc on peut avoir une marge d'erreur de 5% en plus ou en moins par rapport aux 2 600 000 ohms. Mais ça ne me dit pas grand-chose. Finalement, concrètement, la résistance, elle est comprise entre combien et combien? Et bien pour cela, il faut que je calcule les 5% de 2 600 000 ohms. Alors comment ça se fait? Si on reprend un petit peu vos cours de mathématiques, 5% de 2 600 000, eh bien c'est juste multiplier 2 600 000 par 5 sur 100. 5 par 100, 5%. Donc, ça fait 130 000 ohms. Ce qui veut dire donc, concrètement, maintenant, si je remplace alors les 5% parce qu'ils représentent en vérité en termes de résistance, c'est-à-dire 130 000 ohms, eh bien, ça veut dire que la résistance est en fait comprise entre 2 600 000 ohms moins 130 000 ohms et 2 600 000 ohms plus 130 000 ohms. Donc finalement, ça veut dire que la résistance est comprise entre 2 470 000 ohms et 2 730 000 ohms. Concrètement, pour revenir un petit peu en arrière, et pour conclure sur cette partie-là, ça veut dire que lorsqu'un fabricant fabrique une résistance, il fabrique une résistance avec un objectif, ici l'objectif qu'elle vale 2 600 000 ohms, mais cet objectif ne peut pas être garanti à 100%. Toute mesure a une certaine marge d'erreur, une certaine incertitude. Si la fabrication est de qualité, cette marge d'incertitude sera relativement petite, ici comme juste une erreur, une incertitude de 5%, c'est pas beaucoup. Concrètement, d'après les calculs mathématiques, ça veut dire que la valeur 2 600 000 ohms ne peut pas être garantie, mais qu'est-ce qui est garanti par contre? Il est garanti que la résistance ne fuira pas beaucoup à cette valeur, et elle sera comprise au moins entre 2 470 000 ohms et 2 730 000 ohms. C'est un peu comme un gage de garantie. Deuxièmement, et pour terminer aujourd'hui, la résistance d'une résistance peut se mesurer donc par le code de couleur, on le voit ici avec les bandes, mais en fait il y a une manière beaucoup plus simple pour mesurer la résistance d'un appareil. Eh bien, on va revenir ici à nouveau sur notre fameux multimètre et finalement utiliser la dernière section du multimètre que nous n'avions pas utilisée jusqu'à présent, la section ohmmètre. Donc, je rappelle qu'un multimètre peut mesurer des tensions, si on l'utilise ici dans ce mode voltmètre. Il peut mesurer des intensités de courant, si on l'utilise ici dans le mode ampèremètre. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est mesurer des résistances électriques, la résistance électrique d'un appareil, et donc on va utiliser le mode ohmmètre. À part ça, le fonctionnement de l'appareil, en termes de multimètre, choix des calibres, étant tout identique à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, comment utiliser un ohmmètre? C'est très simple. On va déjà placer le sélecteur, donc ce bouton, dans la partie indiquée par le symbole oméga pour ohm, ici la zone verte. Les branchements se font sur ohm et com. Attention, il n'y a pas de sens de branchement ici, donc dans ce cas-là, si vous branchez le ohmmètre à l'envers, il n'y aura pas de signe moins qui va apparaître, ne vous inquiétez pas avec ça. Et il faut bien sûr respecter le choix des calibres, en commençant toujours par les calibres les plus grands, donc comme ici 20 mégas, et puis descendre petit à petit vers les calibres plus petits pour avoir plus de précision. Ça, vous le savez déjà. Petite chose particulière par contre, lorsqu'on mesure la résistance d'un appareil, donc ici on essaie de mesurer la résistance de cette résistance, l'appareil doit être retiré du circuit.
Donc la mesure de la résistance se fait hors circuit. Donc, si par exemple vous avez un circuit qui est déjà branché, qui est déjà monté, avec, je sais pas, par exemple un moteur dans ce circuit, et maintenant vous voulez mesurer la résistance de ce moteur avec le ohmmètre, eh bien il faut retirer le moteur du circuit pour faire cette mesure, et brancher le ohmmètre dans un pôle et dans l'autre du moteur. Ici à côté, vous pouvez voir le symbole du ohmmètre. Donc de la même façon qu'un ampèremètre c'était un A dans une boule ou un voltmètre un V dans une boule, eh bien un ohmmètre c'est un oméga dans une boule, enfin dans un cercle. Alors faisons ici un cas concret avec notre simulateur du multimètre. Donc si je veux mesurer une résistance, je retrouve d'abord ici le symbole de l'unité de mesure de la résistance, le ohm. Je vais commencer toujours par le calibre le plus grand. Donc ici, les calibres disponibles sont 2 mégaohms. Méga, je rappelle, ça veut dire million. Donc ici, nous avons 2 millions de ohms. 200 K, K veut dire kilo, qui veut dire 1000. Donc ça veut dire 200 000 ohms. 20 000 ohms, 2000 ohms et 200 ohms. Le calibre le plus grand étant bien sûr donc celui-ci. Alors ici, donc j'ai branché mon ampèremètre, pardon, mon ohmmètre à cette résistance pour mesurer la valeur de cette résistance. Alors je remarque ici une chose bizarre, c'est que il m'apparaît 0. Donc ça veut dire que cette résistance n'a aucune résistance. Alors attention, ce n'est pas le cas, en fait ici on a un autre problème. C'est juste que ici le calibre est beaucoup trop grand pour une résistance qui a une valeur beaucoup trop petite. Donc en fait, l'appareil dans ce cas-là n'est pas assez sensible pour détecter la valeur de cette résistance. C'est un petit peu comme si sur une balance, vous posiez, je sais pas, un grain de poussière, et la balance vous affiche 0. Ce n'est pas parce que le grain de poussière n'a pas une masse, c'est juste qu'il a une masse tellement petite que la balance n'arrive pas à la détecter. Donc il faut rendre cette balance plus sensible. Et bien, de la même façon, nous allons rendre cet ohmmètre plus sensible en passant sur des calibres plus petits. Donc, toujours rien. Ah, et là déjà nous avons une valeur qui apparaît. Donc ici, nous observons que la valeur vaut 0,03. Attention, kilo-ohm, car nous sommes sur un calibre qui est en kilo-ohm. Est-ce que j'ai le droit de passer sur le suivant? Eh bien, aucun problème, vu que je peux mesurer ici jusqu'à 2 kilo-ohm. Nous avons maintenant une mesure plus précise, jusqu'au millième de kilo-ohm. Donc, la résistance ici a une résistance de 0,039 kilo-ohm. Ai-je le droit de passer sur le prochain calibre? Alors attention, le prochain calibre n'est pas en kilo-ohm, il est juste en ohm. Donc pour savoir si j'ai le droit de passer sur le prochain calibre, il faut que je convertisse cette valeur que j'ai en ce moment en ohm. Or 0,039 kilo-ohm correspond à 39 ohms. Et donc ce calibre ne courra aucun risque vu qu'il supporte jusqu'à 200 ohms. J'ai donc le droit de l'utiliser pour obtenir une valeur plus précise. Et j'arrive donc à la conclusion, car je n'ai plus de calibre plus petit que celui-là pour gagner en précision. Je suis à mon maximum de précision. J'ai donc une résistance ici qui vaut 39,0 ohms, que l'on peut d'ailleurs confirmer par le code de couleur si on appliquait la formule de tout à l'heure. Voilà les élèves. Il ne reste plus qu'à vous donner donc le travail à faire pour le prochain cours. Étudiez donc les pages qui sont indiquées ici et les exercices qui sont ici conseillés. Bonne journée à tous et à la prochaine.